La digitalisation de notre société s'accélère. Internet, smartphone, tablette, appli, multi-écran, objets connectés, nous sommes tous touchés. Notre économie suit ce processus qui connaît une forte progression et le secteur du bâtiment n'y échappe pas. Comment les acteurs de la construction s'inscrivent-ils dans ce développement numérique? Quels sont les procédés, les techniques, les enjeux? Au programme de cette émission, le BIM et l'utilisation de la maquette numérique. Nous allons parler aujourd'hui de ce sujet avec un architecte très concerné par les problématiques liées au numérique, François Pellegrin. Également à nos côtés, Manon Roger de la société Polantis et en charge du concours BIM 2016, Sven Penayer, directeur opérationnel de la société RPE et Alain Biraud, directeur prescription nationale chez Lafarge France. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de BTP.tv. Alors, on va parler du BIM aujourd'hui et pour qu'on comprenne bien ce dont on parle, on va commencer par une définition. Alors, Monsieur Pellegrin, pouvez-vous nous définir ce qu'est le BIM ? Alors le BIM, c'est l'idée simplement de se mettre à travailler ensemble autour d'un outil de modélisation 3 dimensions. Alors ça vient d'un acronyme américain, Building Information Model. Moi, je traduis ça par bouleversement interprofessionnel majeur. Ça veut dire BIM aussi, et c'est effectivement ce qui est en train de se passer. Un bouleversement, un vrai bouleversement dans le numérique. Un vrai bouleversement. Pourquoi ? Parce que le monde du bâtiment contrairement aux autres secteurs aéronautiques, automobiles, électroménagers, a loupé le virage du BIM il y a 30 ans, parce que les avions, les voitures se fabriquent avec ces systèmes 3D autour duquel les acteurs travaillent en mode collaboratif. Et le bâtiment est en train de redécouvrir que finalement, ces outils-là auraient du sens. Et l'objectif de tout le monde aujourd'hui dans le bâtiment, c'est de limiter les défauts, d'obtenir de la qualité, de prouver cette qualité. Et on va se rendre compte que ce BIM, cette maquette numérique partagée, est effectivement un élément majeur pour arriver à ces performances et à ces nouveaux modes collaboratifs. On parle du BIM là depuis quelques années. Depuis quand est apparu le BIM pardon. Alors le BIM, moi je peux en parler au niveau du groupe Lafarge. Oui. Donc je n'aurai pas, comme François, tout l'historique. Le BIM est parti, pour les industriels en tout cas, d'une façon pragmatique, en gros depuis 2 ans, avec la création d'objets BIM. Il a fallu avancer. On a avancé en fin de compte sans attendre les normalisations, toutes les dictionnaires que nous attendons et qui normalement devraient permettre un langage commun. Et ça, sans attendre, on a avancé quand même. On n'a pas encore de normalisation, on n'a pas encore de certification dans le BIM. On parle de la norme PP BIM. PP BIM, voilà, oui. Mais elle est encore en projet. C'est une norme expérimentale, mais donc elle est en effet éditée. Cela dit, elle ne fixe que le dictionnaire. En fin de compte, les noms à utiliser. Il y a encore du travail à faire sur la structuration des bases. Et ça, ce n'est pas encore normalisé. Malgré tout, il fallait avancer. On a décidé de un peu défricher le terrain et donc, sans attendre, créer des objets pour les mettre à disposition des concepteurs comme les architectes, mais aussi les bureaux d'études, les ingénieries, les entreprises, puisque, comme l'a dit François, c'est l'ensemble de la chaîne des acteurs qui est impacté par le BIM et qui attendent des informations des industriels, ce que nous essayons de faire. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire, vous parlez des architectes. Justement, Monsieur Pellegrin, est-ce que les architectes sont les premiers à être formés à la maquette numérique au BIM puisqu'ils sont au début de la création de projets ? Il est indispensable qu'ils le soient. Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'intox sur le BIM. Beaucoup de professionnels essaient de prouver qu'ils maîtrisent le sujet. Il faut reconnaître qu'on est à l'âge de pierre sur cette question-là, même si certains y travaillent depuis longtemps. Les architectes, évidemment, constituent l'architecture. Ils créent des espaces, ils agencent des vides, des pleins. Et pour décrire un vide, un plein, il faut dire que c'est telle matière, que c'est du béton, que c'est à telle épaisseur, que c'est à telle performance. Donc l'architecte est en première ligne pour constituer la maquette dès le départ. Ça va lui demander un effort quand il n'est pas habitué à travailler en 3D, mais bon, c'est quand même le travail de l'architecte de raisonner en 3 dimensions. Et il va falloir par contre qu'il fasse un effort de rigueur pour bien structurer les informations contenues dans cette maquette de façon à ce que, sans effort, ceux que tu viens de citer, le thermicien, le bureau d'études techniques de structure, l'acousticien, puissent, avec son logiciel, et on rejoint la question de la norme, télécharger directement les informations utiles
a son logiciel pour calculer l'acoustique, la thermique, la structure. Voilà. Donc on voit bien qu'à partir de cette maquette constituée par l'architecte, qui évidemment intervient le premier, le mode collaboratif va pouvoir s'installer puisque chacun, sans ressaisie, va pouvoir extraire des informations. Et puis, cette maquette va être alimentée par des bases de données externes, notamment celles des industriels, mais on peut imaginer d'autres types de bases de données, réglementaires, on parlera peut-être de labels, de performance, et bien on peut imaginer que les certificateurs, dont le métier va être complètement revu, tous les signes de qualité vont être complètement bouleversés par la maquette numérique, on peut imaginer qu'on va télécharger les exigences issues de tel ou tel label et qu'on les mettra en confrontation avec la maquette et que de cette confrontation sortira un autocontrôle, un check-up qui dira ça c'est conforme, ça c'est pas conforme, ça peut être amélioré, etc. Donc on voit que c'est vraiment un bouleversement interprofessionnel majeur. Un gros bouleversement, on aura besoin quand même d'une rigueur pour spécifier toutes les choses. Alors, il y a quand même une question qui se pose aussi. Vous parliez d'un univers où tout le monde travaille ensemble, on partage l'information, donc on est vraiment dans ce partage-là tous ensemble. Comment on va faire pour que, en fonction des tâches, la responsabilité soit posée sur tel ou tel acteur? Au niveau de l'assurance aussi, comment on va s'organiser là-dessus? C'est quand même une question assez importante. Oui, mais si vous voulez, ça fait quand même 20 ans qu'on travaille avec des systèmes informatiques. Avant, c'était des armoires à plans, c'était du 2D ou du 3D. Pour moi, ça ne déplace pas la question de la responsabilité. Le côté juridique est défini par le contrat. Cela dit, nous sommes en train de travailler, on est en train d'écrire les livrables BIM que l'on doit rendre à chacune de ces étapes. Et c'est là où il faut justement rester dans l'esprit du contrat. Si le maître d'ouvrage a dit que ces études sont faites par l'architecte et telles autres seront faites par l'entreprise, voilà, là est la question de la responsabilité. Après, il est vrai qu'il faudra être très vigilant dans le transfert de ces données, dans le stockage de ces données, dans la capacité qu'on aura dans 20 ans à relire ces données, mais c'est plus des problèmes juridiques au niveau des réseaux que la responsabilité traditionnelle des constructeurs, qui n'est pas impactée par les outils. Enfin, c'est mon point de vue. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces données-là, dans 30 ans, dans 50 ans, il faudra pouvoir les relire. Et, parce que ça va permettre au maître d'ouvrage, au propriétaire du bâtiment, de gérer son bâtiment. C'est ça l'idée. C'est que dans cette maquette, il y aura toutes les données, toutes les caractéristiques des matériaux, des équipements, de la chaudière, en passant en effet par le vol de béton. Il y a maintenant un objet BIM, c'est aussi un onglet thermique, un onglet mécanique, un onglet environnemental. Et il y a toutes les caractéristiques qui sont dans les champs, donc qui peuvent être récupérées sans saisie. Et ça va permettre dans 50 ans de savoir, par exemple, si tel voile de ce bâtiment est un voile en béton isolant ou un béton standard. Parce que ça va changer justement la façon derrière de faire un audit énergétique. Alors, merci pour la transition. On va justement passer de l'autre côté du plateau pour faire une transition sur le domaine de l'énergie. Alors, comment le BIM s'inscrit-il dans la rénovation énergétique? Est-ce que c'est un outil majeur de la transition énergétique? Déjà, pour repartir de ce que disaient messieurs, on peut être que d'accord. Par contre, on aborde là la moitié du marché, c'est-à-dire lorsque vous mentionnez que l'architecte est le premier élément de la chaîne de valeur, vous êtes sur, on va dire, 60-70 milliards d'euros d'activité dans le cadre de la rénovation, donc on va dire 50 milliards d'euros. L'architecte n'est pas le premier maillon et il intervient, certes, mais d'une façon souvent marginale. C'est-à-dire que pour nous, ce volet de maquette numérique, que ce soit dans le cadre de la rénovation ou de la rénovation énergétique, sachant que pour nous, la rénovation énergétique est un élément de la rénovation de confort, on ne rentre jamais sur de la rénovation énergétique. Lorsque vous recherchez le nombre de requêtes sur Google de rénovation énergétique, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'un particulier ne va jamais taper rénovation énergétique pour enclencher des travaux de rénovation. Donc la vision pour que justement ce volet rénovation énergétique et rénovation soit enclenché, en intégrant cet outil qui est absolument indispensable, qui est la maquette numérique, pour apporter de la confiance, de la transparence, de l'échange d'informations. Vous avez mentionné l'archivage et l'opposabilité de ces informations dans le cadre d'un litige qui peut naître suite à des travaux de rénovation. L'artisan, le professionnel du bâtiment, doit pouvoir acquérir, transférer, intégrer, visualiser et partager cette maquette numérique. Et à partir de ce moment-là, effectivement, dans le cadre de la rénovation et de la rénovation énergétique, la maquette numérique sera un facteur clé
véritablement de qualité et de massification de ces travaux, de par la confiance et la pédagogie que va apporter ce type d'outil. Le CSTB engage des travaux sur le marché justement dédié de la rénovation et de la rénovation énergétique, avec un fort intérêt sur la mise en place d'un label pilote qui rentre dans ce cadre, avec la première étape de ce label qui est effectivement la mise en place d'une reconstruction 3D avec le socle de la maquette numérique qui doit suivre le chantier de rénovation avec une identification non pas par le particulier, mais par les données cadastrales, ce qui va permettre véritablement de rentrer dans une logique de passeport de la rénovation avec la maquette numérique, qui est l'élément de base, fondateur de ce passeport de la rénovation. Donc, il y a véritablement un enjeu considérable de l'ouverture et de l'accessibilité à la maquette numérique aux professionnels du bâtiment, que ce soit artisans, petits bureaux d'études, qui représentent la grande majorité des faiseurs du marché de la rénovation énergétique. Alors, du coup, justement, vous parlez des artisans et des petits acteurs de la rénovation énergétique ou du bâtiment, du BTP, des travaux publics. Est-ce que ce n'est pas l'un des freins de mettre de côté certains artisans qui n'utiliseraient peut-être pas de manière simple la maquette numérique parce que investissement, parce que coût, parce que formation, etc. Est-ce que ce n'est pas un des risques et des principaux freins ? L'enjeu des organisations professionnelles, l'organisation consulaire, c'est justement de rendre totalement accessible ce type d'outils, ce type de logiciel. Et l'évolution justement des technologies avec les nouvelles tablettes, que ce soit Google, que ce soit Microsoft ou Intel, qui intègrent justement des capteurs de profondeur, vont rendre cette technologie totalement accessible à l'artisan et y compris au particulier qui pourra faire la reconstruction 3D, la mettre à disposition de l'ensemble des professionnels. Donc l'évolution technologique, et ces tablettes sont déjà commercialisées, d'ailleurs la Tango Projet est en rupture, donc ça y est, elle est devenue accessible, c'est 400 €, donc acquisition pour un particulier. Donc on considère à partir du moment où l'approche logicielle est bien conçue, où le pack technologique permettant la visualisation est bien conçu et rendu accessible en termes de coûts, que ça ne sera pas un frein, mais que ce sera un accélérateur d'activité pour l'artisan. On a quand même des freins de la part de certains professionnels qui se disent non pas réfractaires à utiliser l'outil informatique, mais réfractaires à utiliser la maquette numérique. Est-ce que vous pensez qu'avec toutes ces avancées, le plan de transition numérique, toutes les réflexions qu'il y a, etc., est-ce que vraiment on va arriver à convaincre tous les acteurs ? J'aimerais entendre Manon Roger de Polantis sur ce sujet-là. Tous les acteurs, moi j'ai pas une vision assez large, mais le fait est que nous, en tant que Polantis, on travaille entre les industriels et les architectes. Dans un premier temps, mais on n'oublie pas les maîtres d'ouvrage, par exemple, qui vont devoir utiliser les objets qu'on conçoit dans le cadre de l'exploitation et de la maintenance du bâtiment. Pour en revenir aux industriels, nous, on a déjà commencé à modéliser les catalogues des plus gros industriels du marché de la construction. On a Lafarge ici avec qui on travaille aussi avec Saint-Gobain, avec AkzoNobel, avec beaucoup d'acteurs industriels. Concernant les architectes, nous, chez Polantis, nous sommes des architectes nous-mêmes qui travaillons avec des architectes et pour les architectes. Donc, on a entamé un travail d'évangélisation des architectes autour du BIM. Ça passe... c'est moi, ça fait sourire tout autour de la table. L'évangélisation du BIM. Mais c'est un mot... ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un mot qui veut dire ce qu'il veut dire. Et on a lancé une opération qui est le concours BIM, qui permet aux architectes de mettre l'étrier, le pied plutôt à l'étrier du BIM. Le principe, c'est que les candidats, donc architectes sans limite d'âge et étudiants en architecture à partir du niveau licence, doivent, pour s'entraîner à travailler avec le BIM et sur le BIM, nous remettre la maquette numérique d'une pépinière d'entreprise qui est située à Bobigny. Là, on a déjà reçu les travaux de 78 équipes de candidats. On est en train de les présélectionner et on a de très très beaux travaux de la part de ces candidats qui, pour certains, se sont mis au BIM à l'occasion du concours et pour d'autres étaient plus ou moins experts. Tous les acteurs de la construction aujourd'hui se sentent concernés par le BIM et tout le monde veut mettre en marche quelque chose pour qu'on puisse avancer tous dans la même direction. Tout le monde est concerné, tout le monde en parle, tous les acteurs en tout cas se mettent petit à petit au BIM ou une réflexion sur une transition numérique.
c'est évident. Oui, c'est sûr, c'est une nécessité. Il y a une sorte de course à l'armement, il y a même une surenchère, il y a beaucoup d'intox aussi, mais bon, toutes les fédérations professionnelles ont bien compris l'enjeu. Moi, je suis un architecte praticien. J'exerce, alors pour revenir sur le sujet de la rénovation, je considère que, je ne suis pas le seul d'ailleurs, le procès a été instruit, le levier pour la rénovation des logements, ce n'est plus l'énergie. Au contraire, c'est un frein. Quand on voit avec des logiciels de calcul les temps de retour d'une fenêtre à 20 ans ou d'un isolant à 15 ans, le client referme le dossier. Les vrais sujets dans la rénovation, ce sont l'amélioration du confort, du bien-être, de la qualité de vie, de la qualité de l'air et évidemment l'énergie économisée et, pour finir, la valorisation patrimoniale. Voilà les vrais leviers. La maquette, c'est quoi? C'est de la transparence. La transparence, ça génère de la confiance et transparence plus confiance, ça nous amène naturellement à la garantie de performance. Et c'est ce qu'attend un particulier. Il veut être sûr que l'investissement qu'il va réaliser dans cette rénovation globale, moi je ne parle pas de rénovation énergétique, je parle de requalification architecturale, ça embarque tout le reste. Voilà, il a besoin d'être assuré que cet investissement, ce n'est pas encore des trucs que des techniciens lui refilent et qui va avoir un vrai compte. Et donc, ça peut se démontrer grâce à une maquette. Les gains de confort, les gains d'amélioration acoustique, les gains, le confort visuel. Quand vous rajoutez 15 cm d'isolant sur une façade, vous changez complètement la perception visuelle. Nous, on a inventé avec d'autres un logiciel qui s'appelle ArchiWizard, qui permet de faire du facteur de jour, qui permet de qualifier. Voilà. Avec cette maquette et les outils techniques associés, on peut qualifier. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Le particulier, qu'il habite en individuel ou en collectif, est un néophyte. Donc il est très vite largué. Et grâce à la maquette, il va coller à la réalité. Et d'ailleurs, cette maquette, pour lui, ça lui parle. Il voit son petit-fils tous les week-ends jouer avec des trucs qui ont même une qualité supérieure à ce qu'on a, nous, souvent sur nos tablettes, au niveau de définition 3D. Donc on voit bien que c'est une aventure qui va toucher le consommateur final parce que ça va le rassurer et ça va lui permettre surtout de comprendre les enjeux. Et là où il faut que les architectes soient sans doute plus présents sur la maison individuelle, c'est effectivement que quand on est sur la maison, il y a souvent l'analyse du mieux vivre, c'est-à-dire un espace à changer, une cloison à abattre, une véranda à imaginer. Ce n'est pas tout à fait le job de l'artisan de reconcevoir l'espace. De toute façon, s'il y a modification de façade, il faut un permis de construire. Voilà. Donc, mais il est vrai que les architectes doivent s'impliquer davantage là-dedans et que la maquette sera un élément central de cette mise en confiance de tout le monde. Et vous parliez effectivement de petits onglets sur le volet diagnostic, sur le volet accessibilité, sur le volet acoustique. Il va y avoir des petits onglets santé, c'est-à-dire on va pouvoir rendre pédagogique l'usage de cette maquette numérique qui va être partagée et au service du professionnel. Plus le professionnel aura un engagement de son client, plus ça générera de la confiance et de la qualité par un partage de l'information. Et on est donc totalement en phase. Et ça va aller très vite. Moi je dis, on verra, dans 3 ans, ceux qui n'y seront pas seront morts, ceux qui n'y seront pas allés ne seront plus là pour en parler, et les autres se flagelleront en disant « mais pourquoi on n'a pas fait ça il y a 10 ans ?» Par rapport à l'artisan, je le vis sur des chantiers, j'ai une petite opération, je vois arriver des plans du charpentier sur papier, je vois bien d'après leur écriture que c'est issu d'un logiciel 3D, je téléphone au charpentier, il a 10 compagnons, charpentier. Je lui dis, dites donc, vous avez fait ça sur, c'est du 3D, vous avez fait ça sur quel logiciel? Bon, il me dit un nom de logiciel que je ne connais pas, qui est un logiciel charpentier. Je dis, vous savez exporter au format IFC, qui est une norme donc d'échange? Il me dit, oui, bon, ben, envoyez-moi votre fichier. Je reçois dans la minute qui suit son fichier, je l'intègre sur ma maquette numérique à moi, et je lui dis, dites donc, vous avez vu que les chevêtres des Velux, ils ne sont pas à la place où je les avais dessinés moi, les Velux. Donc voilà, très simplement, et cet artisan, il a 10 compagnons, donc ça va aller très très vite. Et puis, tout ça, c'est une histoire de vieux, hein, parce que les jeunes qui sortent des écoles, ils ne peuvent pas imaginer la vie sans ça. Sans le numérique, donc voilà, on est dans une période charnière où on se fait des montagnes d'un truc qui, de toute façon, c'est un tsunami. Ça arrivera de toute façon. Oui, de toute façon. Et dans 3 ans ou dans 5 ans, on n'en parle plus parce que ça sera complètement intégré, c'est évident. Je rebondis là-dessus, il y a quand même quelque chose qui est le coût de l'équipement.
logiciel, Bécane pour faire marcher tous ces logiciels, etc., qui est à prendre en compte. Donc effectivement, ceux qui sortent d'école aujourd'hui, on sait qu'ils vont avoir besoin de s'équiper. Nous, dans le cadre du concours, on a une belle dotation pour aider justement les gagnants à acheter le matériel. Mais pour que tout le monde s'y mette, il va falloir effectivement qu'il y ait des investissements. Ouais. Ouais, et je pense que ça, c'est un des enjeux aussi aujourd'hui. Pour que tout le monde puisse l'utiliser. Oui. Forcément, on n'a pas les mêmes ressources dans toutes les sociétés. Ça dépend d'où l'on part. Si on raisonne sur des agences qui ont commis l'erreur de rester sur des logiciels 2D, effectivement, eux, ils ont des gros investissements à faire. Mais il y a quand même plein d'agences d'architecture qui ont déjà fait ces investissements avec des vrais logiciels 3D, des machines support qui savent faire tourner tout ça, du personnel upgradé, si je puis dire, parce que derrière un logiciel 3D, vous ne mettez pas un simple dessinateur. Donc ceux-là, ils sont à la porte du BIM. Quand un artisan va avoir une maquette qui pourra la lire sur une tablette ou sur un logiciel en freeware gratuit sur n'importe quel PC, il a déjà la compréhension du projet tout de suite. Il voit où est la cloison en plâtre, où est le truc en béton, où est la tuile. Oui, et il voit toutes les quantités, il a tous les métrés. Ce qui tue l'artisan, c'est d'avoir sa journée, l'artisan qui a 2-3 compagnons, et de savoir que le soir et le week-end, il va passer sa journée à faire des devis, à ouvrir des plans, à essayer de faire des métrés, à perdre son temps, alors que tout ça, il l'a sur sa tablette. Donc, oui, ce sera un gain de temps de toute façon. Et la tablette, ça ne coûte rien. C'est vrai. C'est vrai que pour le coup, cet investissement-là d'une tablette numérique, ce n'est pas très très cher. On a un groupe de travail BIM au niveau monde, et finalement, on s'aperçoit que la France est un pays pilote. On n'est pas en retard dans le BIM. On n'est pas en retard. Bon, et c'est pour ça que je me permets de le dire à chaque fois. Performance énergétique, réglementation thermique aussi. Il suffit d'aller dans des colloques en Allemagne. On prend en exemple la France qui a des réglementations depuis 88 et avant encore, avec 82, donc 74 la première. Donc c'est assez, c'est classique, je vais dire, mais bon, il faut le savoir. Oui, donc finalement, la France est pilote, en tout cas, au niveau du groupe, 90 pays. Sur les objets BIM. Monsieur Biraud, est-ce que vous voulez peut-être nous parler un peu plus en détail de vos puces RFID ? Alors les puces RFID, l'idée c'est, là aussi on a avancé un petit peu pour apprendre, on a fait des objets BIM donc pour comprendre et avancer, et on avait aussi travaillé sur tout ce qui était traçabilité des matériaux, et en utilisant donc des moyens numériques et digitaux. Et donc, on a eu cette idée, ça a été fait sur une tour à la Défense, la tour D2, où là, les bétons, on a mis des puces RFID dans le béton au niveau de la centrale, ce qui fait que ça nous a permis plusieurs choses. D'une part, de tracer donc, la livraison du béton, avoir sa caractéristique, ses qualités et sa formule, la bonne formule au bon endroit, mise en place au bon endroit dans le chantier. Donc pas de source d'erreur. Donc ça, on contrôle au moment de la mise en place du béton. Et en plus, ces puces restent dans l'ouvrage. Et donc, ça veut dire que dans 30 ans, dans 50 ans, on aura toujours les informations, on saura où est-ce qu'elles sont. Et voilà, il suffira de réactiver la puce et à ce moment-là, faire un lien. Alors, on n'est pas encore là, mais c'est assez simple. Il suffira d'avoir un lien avec un code qui renvoie dans le code de la maquette numérique de François Pellegrin, où il aurait mis tel numéro. Ça correspond à, en effet, un voile de tel type avec tel type de matériaux. Et là, comme ça, on pourra valider, savoir exactement, faire le lien entre la réalité, la vraie vie, le chantier et la maquette numérique. Et ça arriverait bientôt, ça, en fait. Les puces RFID, ça marche, ça existe. Alors, le Yaka, c'est peut-être facile à dire, mais dans les vitrages, dans les membranes d'étanchéité. Alors, techniquement, c'est tout à fait faisable. C'est quelque chose de très intéressant. On voit qu'il y a quand même des évolutions, mais qui sont déjà existantes au final. On doit développer des choses, mais pas tant que ça. Alors après, on parle pas mal de la rénovation aussi énergétique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le BIM soit le plus performant possible dans le secteur de la rénovation énergétique? J'aimerais finir là-dessus pour que vraiment on ait votre vision. Déjà, le premier frein, c'est le frein que mentionnait Madame. À l'heure actuelle, la reconstruction 3D sur une valeur chantier moyenne de 20 000 euros qui est définie par le Club d'innovation de l'habitat, sur de la rénovation énergétique. Si vous avez un coût de capture, d'acquisition, de visualisation qui dépasse 150 euros, globalement, ce n'est pas rentable. C'est-à-dire que le coût de la qualité ne devient pas absorbable déjà par la valeur du chantier. Donc, d'où l'intérêt, justement, pour que ça fonctionne. Et c'est le sens de l'histoire. Et je suis tout à fait d'accord avec monsieur, les choses s'accélèrent considérablement. C'est que déjà, le coût matériel et visualisation
soit totalement accessible. Le deuxième volet, c'est l'accès au logiciel. À partir du moment où vous avez 150 000 artisans qui utilisent effectivement ce type de technologie, vous aurez un mode SaaS d'acquisition du logiciel qui vous coûtera 10 € par mois. C'est-à-dire que déjà, et la formation, naturellement adaptée à l'artisan, que ce soit en présentiel ou que ce soit en e-learning, pour permettre d'une façon très simple l'usage de ces outils. Donc on estime qu'à l'heure actuelle, le principal frein, c'est un frein véritablement logiciel et outils. Derrière, le problème de formation sera réglé à partir du moment où des acteurs, on voit ce qui s'est passé avec le reconnu garant environnement. Donc le plan formation a bien fonctionné. C'est un label maintenant qui est déployé. Donc si on a le même succès sur le volet maquette numérique avec le même investissement des acteurs, donc l'ensemble des acteurs, les distributeurs, les organisations professionnelles, qui hélas ne sont pas présentes par exemple dans votre concours, que ce soit la FFB, la CAPEBOT, qui pourtant un vrai rôle moteur, on voit bien que le professionnel, l'artisan, est le parent pauvre actuellement de par un coût d'acquisition, c'est ce que mentionnait Madame, qui rend ces solutions très difficilement accessibles pour l'artisan. Il faudrait s'adresser aux éditeurs de logiciels pour voir aussi comment développer des logiciels adaptés aux artisans. C'est le volet matériel avant le logiciel. Le volet matériel. Avant le matériel, le Faro, ça doit coûter 30-40 000 € d'acquisition. On n'est pas à 400 €. Donc certain, avant même le logiciel, en termes de précision, parce que de la bonne précision, dès le bon diagnostic qui doit être partagé derrière, c'est effectivement que les technologies soient accessibles en termes de hard à un artisan et à des chantiers diffus. Donc là, vraiment, il y a une révolution avec les tablettes de reconstruction 3D à capteurs de profondeur, qui sont véritablement, de façon certaine maintenant, les tablettes de prochaine génération. Et il y a beaucoup d'acteurs, dont nous faisons partie, qui travaillent justement sur ce volet logiciel. Mais il fallait avoir le hard déjà accessible et que ça ne soit pas un hard acquis uniquement à destination de la maquette numérique. Parce que dans ce cas, effectivement, le marché ne permet pas exactement. Mais écoutez, je pense qu'on va finir là-dessus. Est-ce que vous avez encore un dernier mot à rajouter au sujet du BIM pour conclure? Non, je pense qu'on a dit l'essentiel. Il y a une course de vitesse, il faut s'y mettre et j'irais presque en parler moins et agir plus parce qu'il y a un phénomène d'emballement et une saturation de salons, de colloques, de machins. On se pose des questions, on fait pas mal de choses. Mais bon, en même temps, ça montre que toutes les fédérations ont compris que c'est incontournable. Donc ça, c'est le signe prometteur et positif de cette médiatisation un peu exagérée. Eh bien, on finira là-dessus, sur un signe positif, le BIM est en plein développement. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau. Moi, je vous dis à très bientôt sur btp.tv pour un nouveau débat dans Ça fait débat.